Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire et le tout en français. Bien content de vous retrouver alors qu'on est en plein milieu de la compétition, on arrive au climax même je dirais, puisque on a enfin nos 8 qualifiés pour les College World Series qui se déroulent donc à Omaha. Ça commence ce week-end et on va en reparler en revenant bien sûr sur ce qui s'est passé tout d'abord dans les Super Regionals et ensuite en voyant un peu la composition du bracket final donc de ces College World Series et un peu mes petites prédictions comme d'habitude. Avant de commencer, bien entendu, le petit instant promo, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur toutes vos plateformes de podcast préférées ainsi que sur YouTube. Et de même, le Homera, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. On peut y aller sans plus tarder. Allez, c'est parti. Il nous restait donc 16 facs avant le week-end, 16 facs qui avaient réussi à s'extirper des Regionals, 16 facs qui devaient donc s'affronter 2 à 2 lors des fameux Super Regionals. Là, le format est beaucoup plus simple puisqu'on a des confrontations directes avec le vainqueur au meilleur des 3 matchs, tout simplement. Et on va aller sans plus tarder dans la première série, on va dire, dans le premier Super Regional dont j'ai envie de parler. C'est justement celui qui s'est terminé hier soir entre Murray State et Duke. Murray State, c'est le petit poussé de la compétition qui est allé aussi loin, on va dire. Et il y a quand même pas mal d'éléments qui pouvaient nous faire penser qu'ils pouvaient aller encore plus loin. Tout d'abord, ils ont réussi à faire une fin de saison canon dans la Missouri Valley Conference. C'est la conférence dont tout le monde voyait Missouri State s'extirper cette saison. C'est la conférence qui a vu Evansville, par exemple, la saison dernière, aller jusqu'au Super Regionals, justement, face à Tennessee. Ils avaient donné du fil à retordre à Tennessee, justement, puisqu'ils avaient poussé en Super un match 3 que Tennessee avait finalement remporté avant de remporter le titre national. Quelques années auparavant, c'est là où on a vu l'éclosion, je pense en 2021, de Dallas Baptiste, DBU, avant qu'eux-mêmes changent de conférence pour la conférence USA. Et on a des historiques comme Indiana State, qui a été surtout dans le passé une fac notamment de baseball très très forte. Même récemment, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être il y a 2-3 saisons, ils étaient encore au tournoi national. Donc tout ça pour dire que Murray State ne vient pas non plus de nulle part, mais par contre, j'ai été coupé malheureusement, mais par contre, ça reste un 4 seed, c'est quelque chose qui est historique, puisque ce n'est que le 4e 4 seed qui atteint les College World Series depuis qu'on est passé au format à 64 équipes. Je pense que j'en avais parlé il y a longtemps, mais vous savez, le format a beaucoup évolué au fur et à mesure du temps, que ce soit donc pour le baseball, ça a été la même chose pour le basket. Par exemple, au basket, en 1985, ils ont commencé le tournoi à 64 équipes, et pour le baseball, c'est en 1999. Donc ça veut dire que là, en 26 ans, ce n'est que la 4e équipe qui vient du seed le plus bas en termes de regional, qui arrive jusqu'au College World Series. On a eu par exemple une équipe comme Fresno State en 2008 qui a non seulement réussi à aller jusqu'au College World Series, mais en plus qui a remporté tout simplement le tournoi national, mais par contre c'était pas autant une surprise que ça dans le sens où à la base c'était une équipe qui était dans le top 25 de pré-saison. C'est juste qu'ils avaient eu pas mal de soucis à se mettre vraiment en route avant de se mettre en route et de glaner une sorte de momentum pour pouvoir aller jusqu'au bout. Par contre, la Murray State, très clairement, déjà en début de saison, rien que dans la Missouri Valley Conference, ce n'était pas les favoris. On ne les voyait pas non plus au plus bas, mais on voyait une équipe qui pouvait être dure au mal sans avoir forcément beaucoup de talent. Du talent, il a fallu en montrer, et un joueur est un peu le résumé et un peu le témoin, la valeur témoin de cette équipe, c'est Jonathan Hogarth. Alors avant, pour être tout à fait franc et transparent avec vous, avant le tournoi national, j'avais pas forcément entendu parler de lui. Pourtant, en termes de production offensive au niveau national, c'était déjà un des meilleurs joueurs de la saison. Et vous savez, quand vous suivez le baseball universitaire ou les sports universitaires en général, il faut vraiment vous renseigner quand il s'agit de métriques, surtout quand vous voulez aller voir un peu au niveau des mid-majors. On va souvent vous montrer en avant ou vous mettre en avant les joueurs qui réussissent offensivement mais qui sont dans les grosses conférences. Et pourquoi ? Parce que souvent ce sont aussi des joueurs qui sont à minima de futurs prospects importants pour la draft MLB. Donc ce Jonathan Hogarth,
qui est un peu le héros, hein, notamment de ce Super Regional. C'est un joueur qui avait quand même des stats assez impressionnantes même avant d'entrer lors du tournoi, enfin dans le tournoi national, pardon, puisqu'il était déjà tout proche des 20 home runs sur la saison. Il avait aussi en termes de RBI une soixantaine déjà de points produits. Voilà, c'était un joueur qui terrorisait la conférence, qui a terrorisé même d'autres équipes lors des matchs hors conférence et qui a eu un OPS au-delà des 1.100. Donc tout ça pour vous dire qu'il ne sort pas de nulle part, mais là ce qu'il a fait face à Duke, ça a été impressionnant. Il a réussi déjà lors du match 2 qui était capital, hein, pour Murray State, puisque Murray State était mené 1-0 en termes de série, hein, ils avaient perdu 7-4 le premier match. Il a permis à Murray State de se lancer, hein, et de rattraper le retard pris dès la première manche. Et je pense qu'il a lancé il a frappé quelque chose qui a permis de lancer une petite série dans la première manche, puisqu'ils ont recollé et même dépassé Duke avec 3 runs, et ensuite ça a été un festival offensif, puisqu'ils ont remporté ce match-là 19-9. Et surtout, lors du match coup près, hein, le match 3 que j'ai suivi en direct, lead-off home run, d'ailleurs c'était un lead-off home run, je pense déjà la veille, mais lead-off home run pour lancer les hostilités et mettre son équipe en tête. Et puis surtout, c'est le home run égalisateur, puisque le match a été exceptionnel. Il y a eu très rapidement 2-0 pour Murray State. Puis ensuite, Duke, au fur et à mesure, a rattrapé, grignoté, avec notamment leur freshman lanceur qui a eu du mal au tout début, mais qui a ensuite été exceptionnel. Alors, je ne me rappelle plus de son nom de famille, ça se finit en ski. Je ne le connaissais pas avant ce match-là, pour être honnête. En face, Murray State a tenu tant bien que mal avec un starter, mais très vite un match de bullpen. Ils ont été donc menés 3-2 à un moment dans la partie. Et puis tout s'est embrayé avec, encore une fois, Jonathan Hogarth qui a égalisé sur un home run, pour revenir à 3-3, avant que dans la 8e manche, ils prennent un petit écart, mené 5-3 face à Duke, avant que Duke revienne directement à 5-4. Mais 5-4, ça sera le score final. Et Murray State pouvait donc se féliciter, se congratuler, et pouvait voir donc la vie de mon côté, puisqu'il se retrouve du côté de Omaha. Pour finir avec Murray State, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même, c'est vraiment l'équipe typique de mid-major dont tout réussit. C'est-à-dire que au bon moment, on a les lancers clutch. Au bon moment, on a, comme j'ai dit, par exemple avec Jonathan Hogarth, les coups sûrs, les points produits, les home runs clutch. Et surtout, ils ne lâchent rien. On a l'impression que même le premier match qu'ils ont perdu 7-4, ils sont jamais en dehors ou complètement hors course en fait. C'est vraiment une équipe qui ne va rien lâcher. Et je pense qu'ils rentrent dans la tête de leurs adversaires. Ça a été le cas face à Ole Miss, vous avez pris un très très gros départ, hein, ils menaient assez largement, avant de voir Ole Miss grignoter dans un match là aussi exceptionnel et avec beaucoup de stress pour eux, j'imagine, à la fin, parce qu'ils l'ont remporté 12-11 au final. Là, face à Duke, ça a été encore une fois quelque chose de palpitant pour eux. Et ils vont pouvoir donc maintenant se focaliser sur la préparation de ces College World Series. Pour Duke, le coup près fait mal, dans le sens où non seulement ils perdent cette série alors qu'ils pouvaient eux aussi aller en College World Series. Je pense que Duke, la dernière fois qu'ils sont allés, c'est en 1961 ou quelque chose comme ça. C'est vraiment de mémoire, donc ça peut être une bêtise, je m'en excuse à l'avance si c'est une bêtise. Mais là, ils avaient, comme je le disais lors du précédent podcast, réussi à relancer la machine pour un programme qui partait dans le mur quelque part. Mais avec l'arrivée de Chris Pollard et surtout à partir de 2015, on a vu ce second souffle en fait, et revoir Duke être compétitif. Là, ça fait plusieurs saisons de suite qu'ils sont à minima présents au tournoi national. Et là, en fait, premier coup près, c'est l'élimination, mais surtout second coup près, c'est le coach Carousel, dont on reparlera bien sûr après, hein, le tournoi, puisque Chris Pollard a décidé de signer du côté de UVA, donc de Virginia, qui venait de perdre son coach historique Brian O'Connor, qui lui est parti du côté de Mississippi State. On en reparlera bien sûr en détail, mais du coup, il y a une sorte de potentiel coup d'arrêt, ou en tout cas un virage pour Duke, malheureusement. Voilà pour ce Super Regional, on va passer au suivant. On va maintenant parler de North Carolina et d'Arizona. C'était une série vraiment anticipée, beaucoup de gens voulaient voir un peu ce qu'Arizona avait dans le ventre face à une équipe qui était favorite, surtout après ce qu'on a vu sur le premier tour, North Carolina. North Carolina, avant qu'on commence à disséquer un peu ce Super Regional,
avait vraiment un chemin en termes de... Quand on voit le line-up, quand on voit surtout le paging staff, quand on voit comment Scott Forbes fait progresser son équipe d'année en année, on avait vraiment l'impression que c'était l'année où il pouvait tout simplement briguer le titre national. Malheureusement, vous l'avez compris, dans ma façon de parler, ça ne pourra pas être le cas, puisqu'ils ont été éliminés à la surprise quand même par Arizona. Je me rappelle que quand j'écoutais les podcasts de différents, que ce soit D1 Baseball, que ce soit College Baseball Central, etc., personne ne voyait North Carolina se faire éliminer. Même les plus optimistes voyaient pourquoi pas Arizona prendre un match. En plus de ça, le premier match qui avait donc lieu le vendredi, on a vu une démonstration de North Carolina, parce qu'ils l'ont remporté 18-2. Jason Knapp a été très bon sur le monticule. L'équipe au niveau offensif, s'est débrouillée, ça a déroulé, et on se demandait vraiment, comment Arizona pourrait ne serait-ce que être compétitif face à une telle force, une telle puissance. Je le rappelle, il y a des joueurs comme Luke Stevenson qui a attendu assez haut à la draft, il y a des joueurs très très bons comme Gavin Gallagher, le sophomore, et puis il y a un mélange entre jeunesse et expérience qui est très bien géré au niveau donc de North Carolina. Et pourtant, Arizona avait quand même des outils à faire valoir. Je pense à bien sûr Brendan Summerhill dont on parle beaucoup pour la draft, mais évidemment la star de l'équipe, Mason White. D'autres joueurs ont su tirer leur épingle du jeu comme le center fielder Aaron Walton par exemple, surtout lors des Regionals. Et dès le samedi, on a vu une équipe d'Arizona qui ne s'est pas cachée d'ailleurs, ils ne se cachent pas, c'est qu'ils ont un objectif, c'est briguer le fameux 5e titre. Ils disent à chaque fois « We want to get 5 ». Et il faut le savoir, Arizona, comme je dis souvent, c'est une des grosses équipes historiques du baseball universitaire. Ils ont remporté déjà 4 titres, le dernier en 2012. Et Chip Hale a réussi à amener un peu plus d'équilibre. C'est-à-dire que ses premières saisons, notamment quand il y avait des joueurs très bien rankés comme Chase Davis, c'était beaucoup de joueurs très bons offensivement. Par contre, au niveau du pitching staff, c'était beaucoup plus hétéroclite. Là, cette saison, on a l'impression que ce soit le line-up c'est solide, mais que ce soit également le pitching staff, c'est solide à défaut d'être incroyable. Et surtout, il y a cette capacité offensive toujours présente sous Chip Hale qui peut donc faire du mal à n'importe quelle équipe. On arrive donc à samedi. Samedi, on avait le fameux jeune loup Jason DeCaro qui devait commencer à starter pour North Carolina, et donc tout le monde se disait que North Carolina avait fait le plus dur en éteignant complètement Arizona lors du premier match, et surtout avec un Jason DeCaro qui avait l'air un peu retrouvé malgré une saison délicate. Ils pourraient donc punch leur ticket, on va dire, pour frangliser un peu la chose dès le samedi, dès le match 2. Ça n'a pas été le cas, ça a été d'ailleurs un match plutôt, on va dire, compliqué pour Jason DeCaro, dans le sens où il a tout simplement été pris à la gorge par l'attaque d'Arizona, puisque en moins de 4 manches, il prend 4 runs mérités, 4 runs, 7 coups sûrs, un but sur balle aussi concédé. Ça a été très 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 compliqué pour sa sortie, et du coup on a vu un Arizona plutôt en mode agresseur plutôt qu'agressé. Et ça a été donc à North Carolina de toujours répondre. Il y avait 1-0 très rapidement donc pour Arizona, puis après c'est 2-1 pour UNC. En fait ça s'est suivi pendant longtemps dans ce match-là, jusqu'à ce qu'on ait un retour d'Arizona en fin de match, vers la 7e manche, si je me rappelle bien. Ils égalisent et ils passent devant, tout ça dans la 7e manche. La 7e manche a vraiment été la manche la plus importante de ce match, puisque comme j'ai dit, il y avait ce chassé-croisé, il y avait même un petit éclat à un moment pour North Carolina dans la 4e, puis après il y a eu un petit éclat pour Arizona dans la 6e. Après North Carolina prend un avantage dans la 7e, donc cette 7e encore une fois primordial, et vraiment c'est le match que j'ai regardé avec beaucoup de plaisir. Ils menaient 8-6 dans la 7e, mais en bas de 7e, ils sont passés de 8-6 à 8-10, et 8-10 a été donc le score final, puisque plus rien ne va être scoré ensuite, et on sent qu'à ce moment-là, le momentum a shift, puisqu'on a vu beaucoup de choses en termes de regard, en termes d'impression. C'est comme si North Carolina avait était tombé des nues en fait. Comme j'ai dit, tout le monde les voyait tout en haut, tout le monde les voyait pourquoi pas remporter ce titre quand on voit ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Et surtout quand ils ont étrié encore une fois Arizona, c'est lors du premier match.
Ce match-là a donc été vraiment un match voilà, qui a complètement changé le reste de la série, puisqu'ensuite, même si encore une fois ça n'a pas été, un match où Arizona a complètement dominé, bien au contraire, mais ils ont remporté le dernier match 4-3. Arizona menait dès la seconde manche 1-0, mais ensuite UNC a mené 3-1 jusqu'à la 8e manche. Il faut le savoir. C'est encore une fois un retour, et c'est ça que je voulais noter avec Arizona, c'est qu'à chaque fois ils n'ont pas lâché, ils ont réussi à rester dans le match, et ils ont fait un retour en fin de match en étant clutch. Ça a été l'histoire des deux matchs. Mason White a été le joueur qui a donné cette avance définitive, hein, puisqu'il a réussi un single qui a donné 2 points produits. Ils sont passés donc de 2-3 à 4-3 en leur faveur, et plus un ne va être scoré, Arizona va passer. Et voilà, c'est vraiment le choc pour North Carolina quand on voit encore une fois l'effectif mis à disposition de Scott Forbes. C'est le choc dans le bon sens pour Chip Hale, qui, pour lui et son équipe, ils n'ont jamais douté. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire dans les conférences de presse, dans tout ce qu'on voyait, c'est comme si voilà, le 18-2 c'était vraiment un accident, et pour le coup ça doit le prouver un peu, on va dire. Et que eux, ils avaient cet objectif de cette 5e bague, entre guillemets, de ce 5e titre, et rien n'allait les empêcher d'aller à Omaha, un retour depuis, je pense que c'était en 2021, la dernière fois qu'ils sont allés. Et donc Arizona, de Mathis Meurant, donc Cocorico, a réussi à avoir son ticket pour Omaha. Le petit mot pour Mathis Meurant, c'est vrai qu'au final, cette saison, j'ai pas trop parlé de lui, puisque après une semaine d'ouverture exceptionnelle, où il a été meilleur joueur arrivant, meilleur nouveau venu de Big 12 lors de la première semaine de conférence. Ensuite, ça a été, il est rentré dans le rang très clairement. Au final, sur la cinquantaine de matchs joués, quasiment 60 matchs joués par Arizona, il en a joué 33, dont 27 où il a starté. Là, face à North Carolina, il est rentré en tant que pinch runner. Donc c'est pour vous dire que il n'a pas eu d'impact en tant que tel sur la série. C'est pourquoi je n'ai pas trop parlé de lui, surtout ces derniers temps. Mais c'est quand même historique, puisque c'est le premier joueur français qui arrive. D'ailleurs, tiens, je vais faire un petit aparté, parce que c'est vrai que j'ai vu un tweet de Gaëtan Hilibert qui a dit que on peut dire que c'est le meilleur joueur français formé en France qui arrive là. On ne sait pas si c'est le meilleur joueur français, le premier joueur français tout court. On ne sait pas au niveau historique. Peut-être des jeunes avec double nationalité ou autre. J'ai pas pu faire de recherche pour pouvoir étayer cette thèse-là, mais en tout cas, c'est vrai que c'est le premier joueur français formé en France qui atteint pareil niveau. Donc Cocorico, et bravo à lui, et on espère pourquoi pas pour cette première saison dans le haut niveau du baseball universitaire, un titre pour lui et donc pour ces Wildcats d'Arizona. Voilou. Là, ça va être plus rapide parce qu'on va parler de LSU face à West Virginia. Bon, je l'avais dit même en préambule, ça restait les favoris LSU, ils l'ont prouvé. Ils ont sweepé la série, ils ont remporté donc les matchs 2-0. Il n'y a pas grand chose à dire. Pour West Virginia, le contrat était plus que rempli. On s'attendait à une saison de transition. Ils ont réussi à aller jusqu'en Super Regionals pour la deuxième saison consécutive. Malheureusement, ils sont tombés sur plus fort qu'eux. En fait, ce qui est marrant, c'est que je dis plus fort, mais en vrai, quand on regarde les matchs, il y a eu des moments où tu as l'impression que c'est beaucoup plus serré que ce qu'il en a l'air, que ce soit en termes de score, ou que ce soit en termes de fait qu'ils se fassent sweeper. Mais en fait, c'est que LSU a très bien géré temps fort, temps faible. Dans tous les sports, on parle de temps fort et temps faible. Le baseball ne déroge pas à la règle. Et c'est vrai que LSU, même des moments où ils ont souffert, vu des rapprochés, des retours de West Virginia, etc., ils ont réussi à serrer les dents pour pas que ça change en termes de lead, c'est-à-dire que pour pas qu'ils passent derrière West Virginia et garder par exemple le lead qu'ils avaient. Je me rappelle d'un match où ils menaient, je pense à un moment 6-2, le premier match je pense, si je dis pas de bêtises. Non, c'est le deuxième. Oh, j'ai un trou. C'est le premier, je crois. Ouais, c'est le premier. Ils menaient 6-2, West Virginia revient à 6-4 dans la 8ème, et là on se dit, attention, le momentum est en train de shifter, mais ils ont réussi à tenir bon. Et le dimanche, ils ont remporté le match 12-5 au final. Mais c'est vrai que là aussi, il y avait des moments où ça a été plus compliqué. Donc c'est vrai que si on regarde juste la photo, on a l'impression que tout a été facile. Ça n'a pas été si facile que ça, mais par contre, ils ont pu compter sur leur force en présence. Déjà, l'offense a été meilleure que ce qu'on pouvait imaginer. L'offense de LSU, toute la saison, ça a été un peu le point d'interrogation. Le pitching staff, ça a été plutôt bon toute la saison, donc il n'y avait pas de grosses interrogations, mais c'est l'offense. Parce que derrière Jared Jones, c'est vrai que l'effectif n'est pas taillé pour avoir
Voilà, c'est pas un effectif de LSU comme on a pu voir les dernières saisons où ça allie puissance et puis contact. Là, c'était clairement un effectif qui est plus apte à jouer small ball avec un élément vraiment de puissance pour moi, c'est Jared Jones. Mais à part lui, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de faire montre de puissance de manière régulière. Bien là, LSU, je pense que j'avais vu une stat. Je pense que sur tout le Super Regional, il n'y a que sur les 3 premières manches qu'ils n'ont pas scoré. Et ensuite, ils ont scoré 28 runs. donc c'est pour vous dire que voilà, ça s'est bien passé au niveau offensif. Il y a eu des choses très intéressantes. Par exemple, Steve Milam, le shortstop, a réussi des choses très intéressantes. Je sais que Jake Brown aussi a réussi des choses très intéressantes. Donc ça n'a pas été que on va compter sur Jared Jones et on va voir comment ça se passe. Ce qui n'a pas fait défaut par contre, c'est encore une fois le pitching staff. Cade Anderson, bien sûr, on sait que là en ce moment on parle que de lui parmi les meilleurs pitchers de la nation. Il a vraiment fait parler de lui à tel point qu'on le voit être sélectionné à la draft très très haut. On a un peu dit bye bye au Tyler Bremner et compagnie entre guillemets pour laisser place à Cade Anderson. Il a encore été au rendez-vous, mais c'est pas sur lui que j'ai envie de poser mon rapide focus, mais c'est sur l'un des releveurs qui a été un peu ce témoin, cet étalon de ce que peut faire le pitching staff de LSU, c'est Chase Shores. Il a réussi à notamment lancer des pitchs qui ont fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, parce que c'est des pitchs à 100 miles par heure, notamment plus, et grâce à ça, il avait notamment sur la carte l'un des joueurs du line-up de West Virginia, c'était Brody Kresser, si je me rappelle bien. Mais tout ça pour dire que LSU a vraiment ce qu'il faut en termes de pitching staff pour durer même au niveau de Omaha. On va en reparler après, mais voilà, c'est une équipe qui est très intéressante à ce niveau-là. Si en plus l'offense commence à être au diapason, LSU devient très dangereux. Donc voilà, je ne vais pas rester pardon. On va pas changer le motto, c'est voilou. Mais je ne vais pas rester trop longtemps sur ce Super Regional puisqu'il n'y a pas trop d'enseignements à tirer, si ce n'est que LSU est dangereux, comme souvent. Et c'est, je pense, le 20e voyage du côté de Omaha pour LSU depuis 1986 de mémoire. C'est-à-dire qu'en 40 ans, même pas, ils ont la moitié du temps été à Omaha. C'est quand même impressionnant. Alors, on va passer un Super Regional qui a été électrique dans tous les sens du terme. On s'attendait à de la rivalité parce que c'est 2 équipes de la même conférence, ACC, Louisville, Miami. On s'attendait à des choses très serrées, des moments un peu tendus. Ça a été le cas. Et Louisville s'en est sorti, a remporté la série 2-1 au final. Lors du premier match, il n'y a pas eu trop match, on va pas se mentir. Il y a eu surtout une 3e manche qui a complètement cassé un peu les débats, puisque Louisville avait scoré 2 runs dans la 2e manche, mais dès le haut de la 3e, Miami était revenu à 2-1 grâce à un sacrifice fly de Gonzalez. Du coup, Daniel Couvé avait scoré. Mais ensuite, ils se sont pris 5 runs de suite. C'est-à-dire que de 2-1, on est passé à 7-1, et puis après 8-1 de la 4e manche. Plus rien n'a été scoré ensuite, mais ça a été... entre guillemets, une promenade de santé pour le pitching staff de Louisville. C'est pas ce match-là sur lequel j'ai envie de m'attarder, puisque tout le monde a répondu présent. Je pense à Eddie King Jr., qui est d'ailleurs la coqueluche, on va en reparler, de Louisville après ce qu'il a fait lors du match 3. Zion Rose, dont j'ai parlé, un peu la star de cette équipe-là, receveur / outfielder, qui s'est maintenant mis vraiment en pur outfield et qui est vraiment impressionnant athlétiquement. Après, en termes de pur baseball, il y a des progrès bien sûr à faire, mais je veux dire, c'est un joueur qui vous fait cliquer. Du côté de Miami, j'en avais parlé, le début de saison était compliqué, le milieu de saison était exceptionnel, la fin de saison était plus compliquée, bref. On a vu des montagnes russes, mais c'est un groupe qui venait d'être reconstruit, recréé, on va dire, avec de la jeunesse, avec beaucoup de transferts également. Donc, ce qu'ils ont réussi à faire, déjà, il faut leur tirer notre chapeau par rapport à ce qu'ils ont réussi à faire, c'est-à-dire aller jusqu'au Super Regionals. Ils étaient dans un Regional où ils n'étaient clairement pas favoris, et ils s'en sont sortis. Là, lors des Super Regionals, ils ont forcé un Game 3 qui allait vraiment jusqu'au bout, puisque ça a été serré au final, avec une victoire de Louisville 3-2, avec ce fameux run, c'est un home run de Eddie King Jr., je pense que c'était la 7e manche, un truc comme ça, et qui a fait se lever. C'est un peu ces moments-là qu'on adore dans le sport, ces côtés clutch où toute une foule se lève, quand la tension est à son comble et vraiment palpable, parce qu'on avait l'impression que là, pour le coup, les offenses n'avaient
pas de solution véritablement sur ce match 3. Le match 2 a été vraiment bien géré par Miami, euh, surtout du fait qu'ils ont pu, on va dire, prendre un éclat, enfin réussir à mettre un éclat plutôt à Louisville dans la 8e manche, puisque je le rappelle, ils menaient, alors je pense qu'ils menaient 5-4 au bout de 4 manches, puis après 6-5 lors de la 7e manche, et c'est dans la 8e manche où ils ont pris voilà, cet éclat, où ils ont mis cet éclat à Louisville, puisqu'ils menaient 9-5, puis après Louisville a marqué juste un run pour venir à 9-6, mais c'est là où on a vu vraiment ce que Louisville est capable de faire. Miami est capable de faire, notamment avec un pitching staff, surtout sur la relève, qui a été très intéressant. Brian Walters, le petit frère de Andrew Walters, bien entendu. Carson Fisher aussi a réussi des choses très bonnes en sortie de bullpen. Donc voilà. On s'est retrouvé avec au dimanche un match couperé, un match tendu, où clairement les offenses n'ont pas répondu de la meilleure des manières, mais Eddie King Jr. a répondu de la meilleure manière pour lui, puisqu'il est senior, c'est-à-dire que c'est sa dernière saison à Louisville, c'était donc son dernier match normalement du côté de Louisville, et il a fait crier de joie ses fans pour normalement la dernière fois de sa carrière, donc c'est vraiment impressionnant. Bravo à lui. C'est dommage pour Miami, puisque vraiment c'est ce genre de match, le match 3, qui aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Ça m'a fait un peu penser dans une autre mesure à ce dont j'ai parlé par rapport à Arizona. Eux, ils avaient réussi à faire shifter le momentum en gagnant le match 2 face à une équipe qui se voyait déjà qualifiée. Là, pour le coup, Louisville, je pense qu'ils n'avaient pas adopté la même attitude que North Carolina, dans le sens où ils savaient qu'ils étaient face à une autre équipe aussi forte qu'eux. Clairement, il y avait très peu d'écart entre ces deux équipes-là, et ça s'est joué vraiment au mental, hein, très clairement. Et donc, voilà. Bravo à Louisville. Louisville revient au Clash World Series. Je pense que la dernière fois c'était 2019. Pour Miami, faudra attendre encore un peu. Ça fait un peu plus longtemps pour eux. Miami, je rappelle, c'est une des plus grosses facs du baseball universitaire. 4 titres de champion de baseball universitaire. Donc vraiment une grosse fac avec des entraîneurs de renom incroyables et compagnie. Et à Arteaga de perpétuer cette tradition, lui qui a relancé cette fac de la meilleure des manières cette saison. On va voir avec une saison de plus, notamment pour ces lanceurs freshmen qui ont été très intéressants, ce que ça va donner la saison prochaine. Et pour Louisville, ils ont toujours le droit de rêver. On va ensuite du côté de Los Angeles. Los Angeles qui a vu donc UCLA se rappeler aux bons souvenirs du college baseball. Ils ont battu tout simplement UTSA dont il va falloir quand même féliciter la saison assez rapidement en 2 matchs. Ils ont sweepé la série. Ce qui est marrant avec UCLA, j'en parlais souvent, la patte John Savage à la base, c'est du pitching et de la défense. Pitching et défense. On avait perdu un peu cette identité ces dernières saisons, et comme par hasard, ça a été des saisons beaucoup plus compliquées pour UCLA, parce que ça n'a jamais été une équipe qui a fait montre d'une grosse offense sous John Savage, à part quelques saisons. Je rappelle, la dernière fois qu'ils sont partis à Omaha, c'était en 2013, ils ont remporté le titre face à Mississippi State, et là aussi, on parlait de quoi? De pitching et défense. On est donc 12 ans plus tard, et cette marque de fabrique est de retour, et clairement il n'y a pas grand chose à dire tant ils ont dominé. Le dernier match a été remporté 7-0, ils ont carrément shut out UTSA. UTSA, il faut quand même leur dire bravo, notamment à Pat Hallmark, leur coach, et donc à leur effectif. Une équipe de UTSA qui a été vraiment plaisante à voir jouer toute la saison, qui a terrorisé les favoris, qui a terrorisé aussi la AAC, la American Athletic Conference, en prenant le pas sur une équipe de East Carolina qui était clairement en transition. Ils ont stoppé un peu l'hégémonie de cette fac en briguant le titre de saison régulière. On reverra certainement je pense les Roadrunners, leur surnom, la saison prochaine. J'ai pas en tête quels vont être les changements en termes d'effectifs, est-ce qu'ils avaient beaucoup de seniors ou pas, parce que c'est pas une équipe que je suis non plus énormément sur la saison. Vous imaginez, sinon j'aurais quand même 300 équipes à suivre de la même façon, ça serait un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, bravo à eux, bravo à UCLA qui se donne le droit de rêver à pourquoi pas remporter un deuxième titre national après celui donc de 2013. Et j'ai envie de passer directement à un autre super regional qui a été plus rapide que je pensais personnellement. On va du côté de Fayetteville. Et on aura donc cette saison un nouveau champion de nouveau. Il n'y aura pas de repeat puisque Tennessee s'est fait maîtriser, il n'y a pas d'autre mot. Par Arkansas, sweepé 2-0 du côté de Fayetteville.
Dave Van Horn a chassé quelques petits démons, parce qu'on le sait, hein, Arkansas est souvent moqué pour faire des très grosses saisons régulières, mais quand il faut réussir, là, lorsque les matchs sont couperés, on va dire, lorsque la tension est palpable, ils se loupent souvent. On se rappelle encore de la saison dernière, hein, leur propre regional où ils se sont effondrés avant même les finales de regional. La saison c'était 2021 où ils sont, je pense, une des meilleures saisons régulières de l'histoire. Et pourtant en tournoi national ils se font éliminer dès les super regionals. Donc bref, on est habitué du côté d'Arkansas à décevoir lorsque ça doit compter. Là ça n'a pas été le cas. Très clairement ils ont maîtrisé leur sujet. J'ai pas, j'ai pas envie de dire que j'ai été déçu par Tennessee forcément. J'ai juste l'impression qu'Arkansas était juste un peu plus complet. Tennessee avait pour elle cette puissance, cette côté un peu star, c'est-à-dire qu'ils ont des joueurs vraiment très forts, les Dean Curley, ce genre de joueurs, mais ils avaient peut-être moins de profondeur que ce qu'ils avaient la saison dernière. Alors qu'Arkansas, ils ont clairement de la profondeur, surtout en termes de pitching, qui fait que voilà, ils n'ont pas de faiblesse apparente, même s'ils n'ont pas de pur talent. Enfin, ils n'ont pas autant de pur talent pardon, que Tennessee. Ils ont bien sûr Weiwa Aloy qui doit être, il faudrait que je revérifie, mais je pense qu'il doit être dans les finalistes du Golden Spikes. Ils ont son petit frère. Ils ont aussi des joueurs, notamment au niveau du pitching staff, qui sont très bons. Je pense à Gabe Keuchel qui a finalement trouvé sa place en tant que releveur. Des Gage Wood également, qui à défaut d'avoir fait des saisons exceptionnelles, sont des pitchers qui peuvent vous donner de la distance, qui restent assez solides. Donc bref, bravo Arkansas, j'ai pas envie de faire trop long, parce qu'en plus le podcast risque d'être énormément long, si en plus on doit après présenter les 8 équipes et un peu les premiers matchs qui arrivent dès ce week-end. Mais en tout cas voilà, Arkansas a take care of business comme on dit, et Tennessee pourra se dire qu'ils ont quand même fait une bonne saison. Un peu plus de montagne russe que prévu, surtout en milieu et fin de calendrier de saison régulière de SEC. Mais bon, Tony Vitello, je pense qu'il sait que voilà, c'était peut-être pas la saison pour, mais il va pouvoir continuer à construire et à faire de Tennessee un programme victorieux, avec pourquoi pas la chasse du titre de la saison prochaine. On va maintenant du côté de Corvallis pour l'une des séries les plus hype avant qu'elle commence, entre donc Florida State qui se déplaçait du côté d'Oregon State. Personnellement, j'avais dit que Florida State, pour moi, allait passer dans le sens où je les voyais un peu plus solides. Bah, j'ai eu tort. C'est marrant parce que les points forts que j'avais retenus pour Florida State, ça a été les points forts au final de Oregon State sur cette série. Les points faibles que j'avais notés du côté de Oregon State, ça a été plutôt les points faibles pour Florida State sur cette série. Donc voilà, le baseball, quand tu nous tiens, c'est toujours comme ça. Mais voilà, bravo à Oregon State tout d'abord. Moi, j'ai vu le match 3 en fait, pour être clair. J'ai vu que le match 3. Et le match 3, c'est assez marrant parce que très vite, ils mettent un gros éclat en fait à Florida State. Ils mènent 14-3, je pense, ou un truc comme ça. Euh, Très rapidement, 14-3 ou 14-4. Parce que je me rappelle, dès la première manche, ils mettent un premier éclat. Et la troisième manche, ils mettent un deuxième éclat. Ils sont déjà à 13 ou 14 runs, déjà à ce moment-là. Et ensuite, Florida State, puisque ça reste Florida State, va remonter, petit à petit. Malgré tout, voilà, ils avaient quand même une dizaine de runs, enfin 10 runs à remonter. La marche était trop haute pour vraiment remonter tout ça, mais ils ont terminé le match en revenant à 4 runs, parce que le match se termine à 14-10. Et clairement, le pitching staff de Oregon State a été plus solide que ce que je pensais, même si là, voilà, 14-10, ça reste un gros match, un gros score, dans le sens où on a l'impression que c'est plus les offenses qui vont parler par rapport à la défense et au pitching staff. Mais ils ont été quand même beaucoup plus sérieux, beaucoup plus intéressants en termes de releveurs, en termes de starters également. Les starters ont réussi à tenir la distance beaucoup plus que ce que je pensais. Et si, bien sûr, Florida State a pu compter sur Jamie Arnold sur le match 2, ça a été beaucoup plus compliqué en général sur le reste, match 1 et match 3. Donc, j'avais dit par contre dès le départ que Florida State avait une équipe peut-être moins talentueuse que la saison dernière, mais très homogène. Il y avait des joueurs comme Alex Lodis qui ont été des révélations, nommés dans les Golden Spikes et compagnie. Il y a bien sûr Jamie Arnold, certainement le meilleur pitcher universitaire, même si Cade Anderson est en train de se poser là en termes de pitcher universitaire. Mais ce qui leur faisait défaut, c'est peut-être un peu de profondeur et du talent. Du talent à des postes clés. L'année dernière, ils avaient du James Steeves, ils avaient du Cam Smith. Là, cette saison, ce n'est pas le cas et ça s'en est. Enfin, on l'a ressenti très rapidement.
Oregon State de ce côté a ce genre de joueur. Je pense à Eva Arquette notamment. Je pense à Trent Carraway qui a notamment frappé un gros home run dès le début du match 3, hein, si je me rappelle bien. Donc voilà. Plus de profondeur, plus de régularité offensive, une meilleure compréhension des moments clutch pour les pitchers pour tenir des scores au niveau d'Oregon State. Et au final, quand on regarde les matchs, il y a très peu de surprises, mais quand on regarde au départ les stats de chacune des deux équipes, très clairement, moi je voyais Florida State comme entre guillemets le favori, même si en termes de classement, Oregon State était le favori. C'est bien pour ça qu'ils accueillaient lors de ce Super Regional. Voilou. Et on va finir par parler, je pense assez rapidement au final, du Super Regional entre Auburn et Coastal Carolina. Pour le coup, j'avais bien, je vais un peu me la péter, j'avais bien senti le coup puisque Coastal Carolina a sweepé la série du côté d'Auburn. Victoire 2-0, ils portent leur winning streak à 23 matchs consécutifs. Que dire? Auburn s'est bien battu. J'ai même pensé qu'ils allaient prendre le premier match. Mais à chaque fois, Coastal Carolina a trouvé des réponses en fait. Parce qu'Auburn a souvent mené ou a été devant un moment dans le match. Et en fait, Coastal Carolina qui est en train de surfer sur une vague assez incroyable, et il faut le dire, a l'air d'être vraiment sur un nuage en fait, très clairement. J'ai donné beaucoup de métaphores là, vague, nuage, etc. Vous comprenez ce que je veux dire. Kellen Bodine a gagné son duel un peu des receveurs talentueux qui pourraient être appelés à la draft face à Ike Irish. On a aussi senti que la jeunesse côté Auburn, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de freshmen du côté d'Auburn qui ont des rôles clés, a montré ses limites par rapport à l'expérience d'un Coastal Carolina qui a un groupe beaucoup plus expérimenté et homogène. En termes de pitching, j'avais dit que Auburn n'a pas un gros pitching et ça s'est ressenti, même s'ils ont tenu des petits scores quand même face à Coastal Carolina. Et Coastal Carolina a pu compter aussi sur ses forces en présence en termes de pitching. Donc j'ai pas grand chose à dire dans le sens où voilà, il n'y a pas eu beaucoup de suspense. J'ai envie de passer rapidement à la présentation de ce qui va se passer à Omaha. Mais voilà, bravo à Coastal Carolina parce qu'ils sont de nouveau après presque 10 ans au niveau d'Omaha, au niveau des College World Series. Et je rappelle que quand ils y sont allés la dernière fois, ils ont remporté le titre. Attention, c'est une équipe qui est toujours invaincue. Ça fait 23 matchs, donc attention à eux. Je vais profiter pour aller prendre un peu d'eau et on va faire une petite transition musicale et on va pouvoir présenter ce qui va nous attendre du côté de Omaha. Il est temps maintenant de parler de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire Omaha, c'est-à-dire les College World Series, version 2025. On a nos 8 élus qui vont combattre. Je vais rappeler rapidement le format. On a 2 brackets de 4 équipes. C'est un peu comme les regionals, c'est-à-dire que c'est en double élimination. Tant que vous n'avez pas perdu de match, vous êtes toujours en course, on va dire, pour faire au plus simple. Je vais vous donner les 2 brackets, avec le bracket 1 où on va voir un premier match le vendredi entre Coastal Carolina et Arizona. Et l'autre match de ce bracket, ça va être Oregon State face à Louisville. Ensuite, vous avez compris, ils vont donc se battre entre eux, ça va être encore une fois la jungle, et on aura donc le vainqueur de ce bracket qui ira en finale de ces College World Series le week-end qui suit, c'est-à-dire le week-end du 21. Dans le bracket numéro 2, on a donc UCLA qui va affronter Murray State, et on aura également un match 100% S ici entre Arkansas et LSU. Là encore une fois, ils vont se battre. Et le vainqueur va donc affronter le vainqueur du bracket numéro 1. Voilà pour les modalités. Maintenant qu'on a dit ça, on va regarder d'un peu plus près ce qui nous attend en termes de match-up. Coastal Carolina, qui est fort de ses 23 matchs d'affilée, va avoir fort à faire selon moi face à Arizona. Parce que s'il y a bien une équipe qui peut dérégler Coastal Carolina dans ma tête en ce moment, en termes de momentum et compagnie, c'est Arizona. Ils ont l'offense pour pouvoir mettre en difficulté le pitching staff de Coastal Carolina. Ils ont un pitching staff qui arrive à tenir pour l'instant leur équipe dans les matchs en général. Bon, c'est vrai qu'ils ont pris quand même ce 18-2 face à North Carolina, qui est en train de me dire non, c'est pas vrai. Mais oui, ils ont réussi à trouver un équilibre. Et Coastal Carolina, le problème c'est que quand vous avez une winning streak, il y a toujours un moment où ça risque de s'arrêter. Et quand ça s'arrête, souvent ça peut être le contraire. C'est un peu ce qui me fait peur pour Coastal Carolina. Même si je vais quand même dire que Coastal Carolina va gagner ce match 1.
je vais quand même donner la cote à Coastal Carolina, malgré le fait que je vois très très bien, franchement, dans ma tête, c'est vraiment Arizona qui va gagner ce match 1, mais moi, pour ce bracket-là, je vais dire que Coastal Carolina va gagner ce match 1. Oregon State, Louisville, pour moi, Oregon State est favori. Maintenant, Louisville a montré que c'est une équipe pugnace, c'est une équipe qui a montré des choses intéressantes des deux côtés du baseball, c'est-à-dire au niveau pitching et défense, au niveau offensif. Maintenant, en termes de talent et de stars, il y a beaucoup plus de monde du côté d'Oregon State, et ce, également des deux côtés de la balle. Donc pour moi, Oregon State va gagner ce premier match, ce qui nous donnerait dans le bracket des perdants un Arizona face à Louisville de la peur, et moi je verrais Arizona éliminer Louisville. Ensuite, entre Oregon State et Coastal Carolina, moi je vois Oregon State passer, et donc Coastal Carolina se retrouver donc du côté du bracket des perdants face au vainqueur de ce bracket des perdants, c'est-à-dire Arizona. Et je vois Arizona gagner. Pour moi, ça serait donc une finale de bracket 1 entre Arizona et Oregon State. Et je verrai Oregon State pour un duel d'anciens Pac-12 aller tout simplement en finale des College World Series. Voilà pour moi. Si on passe maintenant au bracket numéro 2, on a donc UCLA face à Murray State. Cette fois-ci, je pense que Murray State, j'ai l'impression que plus entre guillemets, je vote contre eux, plus ils gagnent. Peut-être ça va leur porter chance, mais je vais continuer à voter contre eux, puisque je vais dire que pour moi, UCLA va gagner. Ce qui va les mettre pour l'instant dans le bracket des vainqueurs, Murray State dans le bracket des perdants. Et pour le Arkansas LSU, c'est très dur de me prononcer, mais je vais mettre Arkansas, puisque je vais mettre une petite pièce sur Arkansas cette saison, tiens. On va dire que cette saison, ils vont réussir à vaincre le signe indien dans ma tête. Ils vont aller au moins au final des College World Series. Ils y sont allés la dernière fois, c'était en 2018 face à Oregon State, si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est ça. Hein. Je suis quasiment sûr que c'est ça. Il faudrait que je revérifie peut-être pour le prochain podcast, mais je suis quasiment sûr. Vous pouvez me croire, Oregon State de Adley Rutschman avait remporté leur College World Series en 2018 face à Arkansas. Et Arkansas a été pas si loin que ça de le remporter d'ailleurs, si je me rappelle bien. Mais bref. Donc, pour moi, ça serait donc LSU face à Murray State dans le bracket des perdants, et LSU va éliminer Murray State, et on dira bravo à Murray State pour le parcours incroyable qui s'arrêtera là. Du côté de Arkansas face à UCLA, je vois Arkansas gagner face à UCLA, et on aura donc un UCLA face à LSU. Là maintenant, c'est dur de départager UCLA et LSU pour qui va avoir l'honneur de se battre face à Arkansas. Je dirais que LSU bat ensuite UCLA. Là, je pars vraiment sur la hype de Cade Anderson et compagnie, et sur le roster qui est peut-être un peu plus, en termes de pitching staff, talentueux que UCLA. Mais attention, UCLA sur le l'infield, je pense que UCLA a le meilleur infield de ces College World Series. Pour moi, hein. Que ce soit si on combine et la partie offensive et la partie défensive. Genre en offense, ils ont Rox Cholowski qui fait une saison incroyable. Lui aussi qui a fait partie des nommés à un moment du Golden Spikes. Et je vous en avais parlé, hein. UCLA, ils ont la particularité de faire jouer tous leurs shortstop aux 4 positions de l'infield. C'est-à-dire qu'ils ont 4 shortstop, les 4 sont titulaires à chaque position de l'infield. Et ça marche bien, parce qu'ils ont l'une des meilleures défenses du pays. Donc voilà, mais je vois LSU faire un rematch face à Arkansas, et pousser même Arkansas à un match coup près. C'est-à-dire qu'ils vont remporter un premier match face à Arkansas lors de cette finale de ce bracket, mais Arkansas va finir par se qualifier pour les College World Series, selon moi, en remportant le match coup près de ce bracket face à LSU. Ce qui me donnerait, donc, vous l'avez compris, une finale entre Arkansas et Oregon State pour un rematch de 2018. Et cette fois-ci, je verrais bien Arkansas remporter le tout, vaincre le signe indien, vaincre enfin la malédiction, et permettre à coach Van Horn de rentrer encore plus dans la légende en étant un coach titré, en plus d'être l'un des coachs les plus victorieux en actif et même non actif, victorieux du collège baseball. Voilà pour mes pronos. Je rentre pas dans trop de détails, parce que je pense que le plus simple, ça va être de regarder un peu comment ça se passe déjà ce week-end. On aura le temps d'en parler peut-être la semaine prochaine rapidement. Je pense que la semaine prochaine, si on fait un épisode, ça va être assez rapide, dans le sens où on sera en plein milieu de ces College World Series, donc j'ai pas envie de casser un peu le truc, et ça va être difficile de tirer des enseignements alors qu'il y a d'autres matchs qui seront toujours en train de se jouer. Mais on va voir un peu comment je vais m'organiser, et on parlera certainement un peu de ce qui s'est passé, si c'est le cas, si on en parle, si c'est le cas, hein, on reparlera certainement un peu de ce qui s'est passé jusque là dans ces College World Series, et ce qui s'est avéré vrai par rapport à mes pronos, ce qui s'est avéré faux. Peut-être tout sera faux et on pourra bien rigoler. En tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je suis un peu fatigué sur la fin, donc j'ai parlé de plus en plus vite. J'ai moins articulé. Désolé, je fais de mon mieux, mais c'est vrai que j'enchaîne en ce moment.
En tout cas, très content encore une fois de vous proposer ce genre d'épisode. Très content du suivi, des likes, des interactions et compagnie. Vraiment, ça fait encore une fois chaud au cœur. Je le rappelle à chaque épisode, mais parce que vraiment, c'est presque primordial et vital pour moi de pouvoir continuer sur cette voie-là. C'est-à-dire de voir qu'il y a, même si c'est une personne, même si c'est deux personnes avec qui on peut discuter, avec qui je peux avoir des retours, qui peut me dire ah bah grâce à toi je peux comprendre un peu plus ci et ça, ou voilà j'ai compris ci et ça, ah tu penses quoi de ci et ça. C'est vraiment non quantifiable en termes de support pour moi et de soutien. Donc merci encore une fois. Et sur tous ces bons mots, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.